Bonjour à tous nos éditeurs et bienvenue à Histoire de passer le temps sur choc.ca. Ici Cassandra Drainville au micro. On est en plein congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique française qui se déroule juste à côté à l'Hôtel des gouverneurs. Donc, c'est aujourd'hui et demain. On a eu des séances vraiment intéressantes aujourd'hui. Pour ceux là, qui sont pas inscrits, là, je trouve ça me fait de la peine. C'est vraiment cool. Donc, en ce moment, il y a une séance plénière à la Grande Bibliothèque sur les défis de l'historien dans l'espace public. J'espère quand même que vous n'oublierez pas d'écouter notre émission juste après la séance. Donc, dû à une forte présence d'historiens à cet événement, on est en nombre quand même réduit aujourd'hui. Donc, j'accueille Guillaume qui va nous parler de hashish, d'Égypte et des soldats napoléoniens. Bonjour Guillaume. Bonjour. Mathieu va nous entretenir sur le Kulturkampf ou, donc, pour les non-connaisseurs de l'allemand, le combat pour un idéal de société mis en place par Bismarck durant les années 1870. Bonjour Mathieu. Bonjour. On terminera avec une table ronde sur l'histoire du Canada, vue par les Français, mais aussi par d'autres historiens étrangers. Donc, l'idée nous est venue grâce à la publication du dernier numéro de la revue Historia, revue française, qui s'est consacrée à l'histoire du Canada. Donc, voilà, juste avant de commencer, on a aussi Philippe. Salut Philippe, qui vient nous poser des questions. Ben oui, bien content d'être là. Oui, et Louis-Charles, qui est là pour la première fois. Bonjour Louis-Charles. Bonjour. Donc, avant de commencer, Mathieu a un segment Fun Fact historique pour nous cette semaine. Fun Fact que je vais probablement renommer pour moment troublant de l'histoire encore une fois, comme d'habitude. Ben, c'est pas si pire, celui-là, parce qu'on rajoute la mort du sexe, donc c'est un peu moins pire. Donc, je vous parle en fait de la mort de Félix Faure, qui était président de la France à la fin du 19e siècle. Puis, dans le fond, il n'a pas fait grand-chose, autre que, dans le fond, il est connu surtout parce qu'il était président lors de l'affaire Dreyfus, mais il est aussi connu grâce aux circonstances de sa mort, en fait. Le 16 février 1899, comme tous les présidents français, Félix Faure attend sa maîtresse dans son bureau à l'Élysée. Étant plus vieux qu'elle et voulant se montrer à la hauteur, il ingère une dose de cantharide officinale, un puissant aphrodisiaque à base de quinine, donc c'est le truc pour guérir la malaria. Puis peu avant 22 heures, le chef du cabinet est alerté par des cris provenant du Salon Bleu. Les cris de femmes ou d'hommes? De femmes. Ou des deux? Ah. Non, je pense que ça doit être de femmes dans ce cas-là, parce que lorsqu'il arrive, il retrouve le président faisant des convulsions sur le divan, avec la main crispée dans la chevelure de sa maîtresse. Il succombera ainsi, donc, à une fellation, ou mort en épectase, en fait, qui est le mot français pour dire décédé d'un orgasme, qui existe pour vrai, en fait. Et, parce que dans il est apparu après cet événement, le mot. Oui, exact. Puis ça signifie à l'origine se rapprocher de Dieu, donc fais-le bien. Bon. Puis à la suite de cet épisode, en fait, ça va nourrir la presse puis les débats à l'Assemblée. Puis Clémenceau pouvait dire que Faure, qu'il voulait être César, mais il ne fut que Pompée. Et la presse octroya à la maîtresse le surnom de pompe funèbre. Oh mon Dieu. Mais au moins, c'est une mort heureuse. Oui, en effet. Ben, c'est une mort très heureuse pour lui. Peut-être pas pour la femme, par contre, qui avait les cheveux pognés. Une sinistre réputation. En effet. Merci, Matt. Donc, je laisse maintenant la parole à Guillaume et au petit bum napoléonien fumé de potes. Exactement. Bon, aujourd'hui, nous allons revisiter un sujet qui est vieux de 200 ans, mais qui reste particulièrement d'actualité avec la prochaine légalisation du cannabis par le gouvernement Trudeau. Donc, c'est comme un avertissement ce qui va arriver, en fait. C'est ça, c'est une mise en garde. Donc, en octobre 1800, une ordonnance de Napoléon encadre drastiquement l'usage du hashish dans le territoire égyptien qui vient justement d'être conquis. Le premier article explicite la chose suivante, je cite. « L'usage de la liqueur forte, faite par quelques musulmans avec une certaine herbe forte nommée hashisha, ainsi que celui de fumer la graine de chanvre sont prohibés dans toute l'Égypte. Ceux qui sont accoutumés à boire cette liqueur et à fumer cette graine perdent la raison et tombent dans un violent délire qui souvent les porte à commettre des excès de tout genre. » L'article 2 ordonne la fermeture des établissements offrant ces produits et la détention de leurs propriétaires pour une durée de 3 ans. Quant à l'article 3, il réglemente la destruction du matériel saisi par le feu.
Donc là, il nous est très intéressant de nous interroger en fait sur les motifs qui encadraient la prise de cette décision par Napoléon et sur les impacts réels et concrets sur la troupe de la prise de hashish. Donc 2 points sont importants à garder en mémoire pour l'époque. D'une part, les soldats napoléoniens reçoivent quotidiennement une grosse ration de vin. Donc il faut savoir que c'est à peu près 1 bouteille de vin qu'ils avaient quotidiennement. Ça n'a pas de bon sens, mais il devait être alcoolique, en fait? Il devait être dépendant de cet alcool-là. Oui, pour l'époque, oui. Mais pour l'époque, c'est assez commun. On s'entend que pendant très longtemps, les soldats, on leur donnait du vin ou on leur donnait de l'alcool avant les combats pour les motiver à aller se battre, puis pour faire en sorte qu'ils soient plus dociles, en fait, pour les combats. Deuxième point très important, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, l'eau n'est toujours pas considérée comme une boisson saine. Ce dangereux élément liquide peut effectivement comporter des bactéries mortelles à une époque où ni la pénicilline ni la microchimie de Pasteur ont montré leur efficacité. On peut penser ici à l'hépatite A ou l'hépatite E, la malaria, le choléra, la dysenterie et les fièvres. Donc rapidement, après l'arrivée des 40 000 soldats de Napoléon, en janvier 1798, le vin manque. Il faut rappeler que la logistique militaire reste très précaire à cette époque et que les armées vivent encore sur le pays, c'est-à-dire qu'ils pillent et qu'ils rationnent les contrées par lesquelles ils passent. Et c'est là où ils trouvent leur victuailles et accessoirement leurs victimes. Donc après les combats, les soldats cherchent le réconfort dans ce que les locaux appellent hashisha, soit la résine de cannabis, qui est consommée sous forme de breuvage, là-bas qu'on appelle le jam, réalisé à partir de hashish, de beurre, d'herbe et de cacahuètes. Donc ce breuvage apporte la torpeur et aide à oublier les horreurs des corps à corps, là, parce qu'on s'entend qu'on se bat à la baïonnette beaucoup à l'époque encore, là, et qu'en absence de vin, une bonne partie des soldats devient rapidement dépendante. Donc la méconnaissance du hashish entraîne des intoxications importantes parmi la troupe. L'insubordination règne. Certains soldats sont totalement gelés et réalisent des crimes. Plus grave encore, dans une armée combattante, certains soldats refusent de retourner se battre, et d'autres sont trop drogués et deviennent des dangers pour leurs collègues. Enfin, il y a encore une autre partie qui préfère rester dans les bordels ou dans les drogueries. Ici, on noterait une expression populaire en Égypte qui est la suivante, donc les graines de Napoléon. C'est un nom péjoratif qui reflète en fait la paternité, voulue ou non, de certains Français avec des femmes locales. Donc on se rappellera que la réputation des troupes napoléoniennes n'est plus à refaire et qu'ils étaient relativement violents. Donc la volonté des femmes n'est ici probablement pas respectée. Ils apportaient aussi sûrement le mal français, non? Entre autres, on peut supposer, vu qu'on s'entend que les armées à cette époque-là se promènent avec un cortège de prostituées en partant, mais qui vivent aussi sur le pays, comme je vous ai dit précédemment. Donc pour remédier à ces graves problèmes, l'armée française peut envoyer d'importantes quantités de vin depuis le problème, c'est qu'il y a déjà une forte dépendance parmi les soldats qui sont présents en Égypte. Donc c'est assez rapide. Ouais. Les gens deviennent accros au hashish. Ils ont vraiment substitué en fait le hashish au vin qui leur manquait. Et puis comme tu disais tout à l'heure, c'était quand même des gens qui étaient possiblement alcooliques ou qui étaient habitués à avoir quand même des fortes doses d'alcool. Ils ont vraiment compensé. Puis on s'entend vraiment que l'ordonnance dont parle Napoléon ici, on parle d'une consommation vraiment excessive de hashish. Okay. J'imagine aussi qu'il y avait beaucoup de soldats, tu parlais des combats corps à corps, qui avaient des chocs post-traumatiques, là, et donc qui justement consommaient pour oublier carrément, puis qu'il y avait une dépendance qui s'installait vraiment rapidement dans des situations. Une dépendance malsaine, en fait. Oui, là on pourrait faire une comparaison par exemple avec l'usage massif qui avait été fait de la marijuana pendant la guerre du Vietnam. Oui, exactement. On pense qu'il y a au moins 60% des soldats qui l'utilisaient, américains, qui l'utilisaient quotidiennement. Oui, puis plusieurs opiacés aussi, c'est entre autres l'héroïne, puis d'autres trucs au Vietnam. Ouais. Donc, c'est ça. Donc là, il faut se rappeler quand même que la campagne d'Égypte est particulièrement atypique pour des soldats occidentaux, parce que les dangers sont vraiment de partout. On peut avoir des coups de chaleur, des épidémies, des serpents, des scorpions, des moustiques, de la guérilla et du brigandage. Il faut rappeler aussi que les troupes françaises sont totalement isolées en Égypte, puisque la flotte, en fait, est partie défendre l'Hexagone. Donc quand les Britanniques et puis les Ottomans viennent cueillir, finalement, ces Français qui sont totalement démoralisés pendant la bataille d'Alexandrie, ils se rendent, après avoir eu quand même des pertes de 2500 soldats. Démoralisés et vaincus, les Français réussissent quand même à négocier d'être rapatriés en France. Toutefois, c'est assez honteusement puisqu'ils sont transportés par des navires britanniques. Ouais. Ouch. Ouais. Pour l'honneur, ça va mal. S'il est difficile d'évaluer l'influence du cannabis dans la défaite française, la plante n'a probablement pas soutenu le moral combatif des soldats. Et l'ordonnance de Napoléon tente à prouver l'importance prise par l'usage de cette drogue. Et là, on peut aussi mentionner qu'il y a une partie des soldats en fait qui ramènent des stocks de hashish et des graines en fait en Europe et que ça va commencer vraiment à diffuser ce produit en Europe.
Le cannabis, le hashish, là, en l'occurrence, va rester dans une situation relativement floue. En 1810, on sait qu'il y a une commission scientifique française donc, qui évalue le bulletin de pharmacie dans lesquels ils répertorient les effets thérapeutiques et enivrants de la plante. Les Anglais, pour leur part, eux, vont découvrir vraiment l'usage intensif qu'on peut faire du cannabis en Inde, où il est utilisé à la fois comme remède, comme sédatif ou comme excitant. Toutefois, pour vraiment avoir une démocratisation réelle du produit, il va falloir attendre le retour en fait des soldats du corps expéditionnaire français d'Algérie, où en fait on mène la conquête de l'Algérie entre 1830 et 1847. Le cannabis à cette époque-là est considéré moins nocif que l'opium. Donc le cannabis va inonder la France au point que dans les années 1840, Théophile Gautier va mentionner le hashish, il remplace le champagne. Rien de moins. Ouais. Le hashish est particulièrement populaire dans les milieux littéraires. En 1844, le club des hashishiens voit le jour. On révélera que dans ce club, des grands noms de la littérature française y figurent comme Charles Baudelaire, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Théophile Gautier ou Gustave Flaubert, ou encore le peintre Eugène Delacroix. Tu commences à être tanné de prendre de l'absinthe ou? Eh oui, on est là pour tester un peu tout, là, de l'opium, du hashish, des alcools forts. On va halluciner sur autre chose. C'est ça. Ce qui fait ce qui donne vraiment l'inspiration à Baudelaire, qui écrira dans un recueil qu'il a savamment intitulé Les paradis artificiels en 1851, le poème du hashish. On peut y lire les choses suivantes. Le vin exalte la volonté, le hashish l'annihile. Le vin est un support physique, le hashish est une arme pour le suicide. Le vin rend bon et social, le hashish est isolant. Le poète continue comme ça et conforte vraiment le rôle laborieux du buveur de vin et accuse l'oisiveté misérable du consommateur de hashish. Donc jusqu'à la fin du 19e siècle, l'Église et l'État vont vraiment diaboliser l'usage de cette drogue en lui préférant l'alcool dont les effets sont connus et contrôlables et plus facilement que cette plante en fait qui est encore très mal aimée et méconnue. Pourtant, on rappelle que l'usage du hashish, du cannabis, du chanvre indien, qu'importe comment on l'appelle, est connu depuis des millénaires. Son origine exacte géographique reste incertaine. Toutefois, il y a des études de paléobotanique qui confirment que le chanvre est connu dans la région de l'Hindu Kush, en Afghanistan, en Chine et en Asie centrale depuis au moins 9000 avant Jésus-Christ. En Europe, l'archéologie a démontré la présence du chanvre vers 5000 avant Jésus-Christ en Thuringe, en Allemagne. Initialement, le chanvre est utilisé pour la résistance de ses fibres pour réaliser de solides cordages, des tissus ou des vanneries. Il peut être utilisé seul ou en complément du lin. La présence des graines et des résidus de chanvre ne signifie toutefois pas son usage thérapeutique ou récréatif. Pour produire des effets, il faut que la plante puisse accumuler une certaine quantité de THC, donc du tétrahydrocannabinol, qui est la substance active de la plante, pour produire un effet notable sur l'homme, que ce soit par infusion, par fumigation, par ingestion ou par combustion. On suppose que les vertus thérapeutiques du cannabis sont connues en Chine depuis au moins le 1er millénaire avant Jésus-Christ et probablement en Égypte ancienne. Toutefois, pour avoir le premier témoignage historique de l'utilisation du hashish à des fins récréatives, si on peut dire, il faut attendre le 5e siècle et Hérodote. Donc Hérodote nous mentionne que chez les Scythes, donc c'est une mosaïque de peuples nomades qui vivent entre la Mongolie et la Bulgarie, il nous relate la chose suivante. Dans leur pays croît un chanvre qui ressemble beaucoup au lin. Il pousse à l'état sauvage, mais on le cultive aussi. Les Scythes prennent la graine de cette plante, se glissent sous leur abri de feutre et la jettent sur des pierres brûlantes. Elle fume aussitôt et dégage tant de vapeur que nos étuves de graisse ne sauraient mieux en faire. Ce bain de vapeur fait pousser au Scythes des hurlements de joie. Rien de moins. Wow. Ouais. Les propos... C'était du bon stock, hein? Ça devait être. Les propos rapportés par l'historien, en fait, seraient probablement confirmés par l'archéologie. Puisqu'en 1993, on a trouvé dans une tombe princière de Pazyryk, en Sibérie orientale, une femme, le corps d'une femme en fait momifiée probablement, accompagnée de dons funéraires. Parmi ces dons funéraires figurent des graines de cannabis qui sont dans un récipient à côté de pierres qui auraient pu être chauffées. Donc ça ressemble beaucoup à ce que Hérodote nous parle. En 2014, il y a une autre hypothèse qui a pu être proposée, à savoir que cette femme serait morte d'un cancer et que les graines auraient été utilisées en fumigation pour limiter ses souffrances. Donc le cannabis est également mentionné par d'autres auteurs gréco-romains comme Dioscoride, comme Pline l'Ancien ou comme Galien, autant pour sa facilité à se faire cultiver que les valeurs médicales supposées de celui-ci, comme contraceptif ou comme médicament pour les menstruations ou les mal d'oreille. Comme contraceptif? Ouais, je suis pas sûr que ça fonctionne. Hein. Ah ouais, je suis pas sûre. Hein. En tout cas, c'est ça qu'il disait à l'époque. Il s'endort avant de... Ben, peut-être. Ah, c'est ça. C'est ça l'effet contraceptif. L'oisiveté. Ouais, c'est ça l'oisiveté.
Donc c'est ça. Et en fait, on peut vraiment voir que l'usage en fait du chanvre va vraiment être plus large au niveau grâce à l'explosion en fait du commerce maritime, puisqu'on en a besoin pour les cordages et pour fabriquer des voiles de bateaux. Au XIIIe siècle, Marco Polo, qui lui visite l'Asie centrale à ce moment-là, remarquera dans son livre des merveilles les étranges effets sur les utilisateurs de cannabis. On notera aussi qu'en 1878, un émir égyptien du nom de Soudan Sheikhovni interdit l'usage du cannabis sous peine de se faire arracher toutes les dents. Sans certitude étymologique aussi, la secte des assassins connus et redoutés pendant la période des croisades tirait son nom du terme arabe al-Assassinajin, rien de moins, signifiant probablement mangeur de hashish. Donc à savoir que jusqu'au 19e siècle, le chanvre reste en usage dans l'industrie textile, dans la production maritime, à la fois pour les voiles et les cordages, et qu'une des rues mythiques de Marseille, à savoir la Canebière, tirerait son nom du terme cannabis. Donc c'est ça. Donc il faut vraiment attendre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle pour que le cannabis soit formellement interdit dans ses fonctions récréatives. Parallèlement, des fibres moins chères et plus faciles à produire, on peut notamment penser au coton, grâce à la main-d'œuvre servile, ou des fibres synthétiques comme le nylon vont remplacer massivement le chanvre dans les textiles. Donc ce qu'on pourrait conclure, c'est que malgré les nombreuses lois qui encadrent l'usage du cannabis depuis l'ordonnance de Napoléon jusqu'à nos jours, cette drogue reste relativement méconnue, mais aussi la plus répandue et la plus utilisée dans le monde. La nouvelle légalisation proposée par le gouvernement Trudeau ne fera qu'encadrer l'usage millénaire de cette plante dans le cadre récréatif et thérapeutique, mais qu'on aurait tout autant intérêt à l'étudier, puisque sinon on va avoir les mêmes problèmes que les aventuriers des armées napoléoniennes. En effet, c'est drôle, je me rends compte en effet qu'on connaît pas grand-chose sur l'histoire du pot. Non, c'est intéressant. Et puis, c'est ça. C'est vraiment... Peut-être qu'ils vont créer une chaire de recherche là-dessus. Peut-être. Maybe. Ça serait sexy. Ouais. On vous invite à en partir une. Envoyez-vous demande de subvention. Merci Guillaume. Donc Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute? Oui, alors en lien avec la substance de la chronique de Guillaume, on s'en va en musique avec Anything I Do from Hashish du groupe The Satelliters. If
De retour à Histoire de passer le temps sur Choc, on poursuit avec Mathieu qui nous parle du Kulturkampf, un beau mot à placer lors d'un 5 à 7 entre copains. Oui, en fait, justement, cette semaine, je voulais vous parler d'un autre épisode de l'histoire allemande qui va rythmer, en fait, les relations confessionnelles dans les années suivant la fondation de l'Allemagne, le Kulturkampf. Tout d'abord, on va commencer avec un petit cours de terminologie 101 sur ce terme, parce que culture est ici un faux ami. Puis pour ceux qui l'ignorent, un faux ami sont deux mots qui se ressemblent dans deux langues différentes, mais qui veulent pas dire la même chose, comme le mot gift en anglais qui veut dire cadeau, alors qu'en allemand gift ça veut dire poison. Ah. Ou bien le mot paragraphe en allemand qui veut dire un texte de loi et non un paragraphe comme en français, parce que c'est Abschnitt en allemand, un paragraphe. Ah, ok. Donc dans le cas de Kultur avec un grand K, ça veut plutôt dire le mot civilisation au sens où on l'entend en français. Parce que la grande culture, comme on l'entend en français, c'est plutôt Bildung en allemand. Puis par la suite, pour ceux qui tripent sur la Deuxième Guerre mondiale, ou à la limite ceux qui tripent sur les termes marxistes en langue originale, Kampf, ça veut dire lutte ou combat. Donc Mein Kampf, ça veut dire mon combat, puis Klassenkampf, ça veut dire lutte des classes. OK. Ainsi, on pourrait définir le Kulturkampf comme un combat de civilisation. Mais mettons que la meilleure traduction retenue dans l'histoire est plutôt combat pour un idéal de société. Donc, dans le cas ici présent, on parle de la volonté d'avoir une société moderne, industrielle et libérale, Léa protestante, contre la vision d'une société traditionnelle, agraire conservatrice, Léa ici, catholique. Donc, tout d'abord, si je veux vous parler de Kulturkampf, je dois vous faire une petite mise en contexte avant. Et ça passe par la création du Kaiserreich, qui est l'appellation de l'Empire allemand en 1871 et 1918, parce que faut pas se mélanger, il y en a eu 3 empires allemands, donc c'est ça. Puis dans le fond, je fais un bref retour. Puis pour les intéressés, j'ai fait une chronique sur la fondation de l'Allemagne le 22 septembre dernier, donc vous pouvez aller lire ça. Bon, en retour en 1871, quand l'Allemagne est fondée, c'est après avoir écrasé la France et lui avoir arraché l'Alsace et la Lorraine. Bismarck réussit enfin à unifier l'Allemagne sans l'Autriche. On parle alors de la solution Klein Deutschland, qui est ou Petite Allemagne. Dans ce nouvel empire, la position hégémonique revient au royaume de Prusse, dont la capitale est Berlin, et ce qui fait du roi de Prusse le nouvel empereur allemand. Et la Prusse est composée majoritairement de protestants et dirigée par une élite protestante. Ainsi, les catholiques se retrouvent en minorité, et même avec l'ajout de l'Alsace et de la Lorraine, qui est presque hégémoniquement catholique, homogéniquement catholique, mon Dieu, les protestants dominent en nombre et en pouvoir. Puis justement, en fait, on va publier une carte sur notre page Facebook pour vous montrer la répartition confessionnelle sur le territoire allemand. Sur la carte, ça va être 1890, mais moi, on parle des années 1870. Puis pendant ce temps-là, l'autre côté des montagnes, à Rome, il y a un pape qui s'appelle Pie IX. Puis, outre le fait qu'il est connu pour la station de métro, c'est un pape ultra-conservateur, pourfendeur de la modernité. C'est-tu lui qui a mis en place la station de métro? Oui, exact. Il a fait ça lui-même. T'es dit de Pie IX. Oui, c'est ça. Puis justement, en plus, justement, un grand pourfendeur de la modernité, puis en plus, dans le contexte des guerres d'indépendance d'Italie, est reconnu pour se mêler des affaires politiques intérieures dans les autres pays européens. Ça doit bien plaire à Bismarck, tout ça. Et non, en fait, c'est justement ça. Puis, en plus, pour rajouter à ça, il est aussi célèbre pour avoir défini, en 1869, un dogme plutôt singulier, l'infaillibilité papale. Puis ça, l'infaillibilité papale, c'est un dogme de l'Église catholique selon lequel le pape ne peut pas avoir tort en matière de foi et en matière de morale, lorsqu'il s'exprime ex cathedra, ce qui veut dire depuis la chair. Alors, on a un pape hyper conservateur, anti-moderne, puis qui définit un dogme qui fait qu'en fait, il a toujours raison, puis il se donne la vérité, comme étant une source de vérité absolue. Ben oui. Ça fait que ça va bien avec Bismarck, ça. Mm-hmm. Alors, pas besoin de vous dire que la classe politique à Berlin, majoritairement protestante, voit un peu ça comme une menace, mettons. Et d'ailleurs, il existe déjà parmi cette élite protestante une espèce de jugement défavorable envers les catholiques, comme quoi qu'ils seraient des citoyens arriérés, conservateurs. Puis, selon eux, dans leur tête de bons libéraux, dans le fond, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils se tournent le dos volontairement à la grande marche du progrès et de la modernité. Puis, dans le fond, ironiquement, en fait, l'infaillibilité papale viendrait un petit peu confirmer leurs préjugés envers. Mais est-ce que c'est vrai? Ben,
Est-ce que les catholiques sont tous arriérés et agriculteurs à l'époque en Allemagne? Non, après, il faut toujours voir ça comme étant on va dire ça, de la propagande, un peu. Ben, il y a un peu de la propagande, mais dans le sens que c'est du gros, ouais, c'est ça, c'est une généralité, en fait, alors que, tu sais, on pourrait pas penser que les protestants sont tous riches, parce qu'il y en a qui sont pauvres aussi. Donc, c'est un peu comme ici, en fait. Il va y avoir les bourgeois catholiques, mais les bourgeois catholiques vont être un petit peu plus libéraux, donc ils vont pas justement s'hériter de ce mouvement-là, mais surtout qu'à cette époque-là, en fait, le mouvement ultramontain arrive aussi, donc, justement, ça éloigne les catholiques libéraux, puis bon, là, on se ramasse avec cette frange-là, puis justement, cette espèce de petite chicane là. Ouais. Puis pour situer un peu nos auditeurs, nos auditrices, l'industrialisation de la nouvelle Allemagne, comment ça se déroule là, à cette époque-là en général? C'est juste plus dans le nord, j'imagine, parce qu'il y a plus de minerais, plus de... Ben en fait, ironiquement, ce qui est drôle, c'est que une des parties qui est le plus industrialisée, c'est une des parties qui est le plus catholique en fait. Donc la région ce qu'on appelle la région de la Ruhr, dans le fond, c'est dans le coin de Cologne. Cologne, Düsseldorf, Essen, c'est une des régions qui ont été plus industrielles. Cette région-là est très catholique. Aussi, vous allez en avoir en Silésie, parce qu'il y a Breslau, maintenant c'est Wrocław en Pologne. Cette région-là, c'est très aussi industriel. En Saxe un peu, par contre la Saxe c'est protestant. Puis la région de Berlin, qui est aussi protestant dans ce coin-là. Donc justement, ironiquement c'est ça, mais tu sais, c'est un peu comme ici, tu sais, Montréal c'était peut-être industriel, mais tu sais, finalement les catholiques qui se ramassaient à travailler en bas de l'échelle salariale en shop, puis ceux qui étaient en haut, ben c'était les Écossais protestants. Puis, mais dans le fond, là-dedans aussi, pour le pouvoir à Berlin, les faillités papales, c'est beaucoup plus que juste des valeurs morales, en fait. C'est le fait qu'avec ça, le pape possède un outil puissant pour s'intégrer allègrement dans les affaires politiques de l'Empire. Les curés, puis avec leur prêche ex cathedra, peuvent favoriser ou défavoriser un candidat lors d'une élection. Puis aux yeux de Bismarck, puis pas mal de l'élite protestante et bourgeoise et libérale, c'est une grave atteinte à la souveraineté de l'empereur allemand. Alors que l'Allemagne, c'est une nation qui vient juste d'être fondée, donc c'est nouveau, donc c'est assez encore délicat un peu comme sujet. Puis pendant ce temps-là, les Juifs, eux aussi vont s'immiscer dans ce débat. Bon, donc, encore eux autres. Ouais, exact, sont toujours là, il y a toujours un rapport. Puis dans le fond, les Juifs, c'est très récent en fait qu'ils n'ont pas l'opportunité de pouvoir s'impliquer dans les affaires sociales et politiques de l'Allemagne. Puis, et qu'on se doute que ce ne sont pas les Juifs conservateurs qui vont se lancer en politique, c'est surtout la branche libérale bourgeoise qui part un peu en campagne dans ce combat-là. Puis, dans le fond, pour ces Juifs libéraux-là, les catholiques et leurs papes conservateurs sont un peu une menace à l'ordre libéral. Puis, c'est cet ordre libéral-là qui leur ont donné un peu cette petite émancipation-là. Donc, justement, ils vont se mettre pas mal contre, en fait, justement, les catholiques. Puis, justement, conjugué, en fait, bon, tout ça, c'est aussi une atmosphère, mais conjugué aux propos antisémites entretenus par le pape, la presse catholique aussi sont sur leur dos. Justement, ils vont tout aller dans le camp des libéraux solides. Puis, je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils vont, en fait, vraiment se mettre les catholiques à dos. OK. Ça aide pas, mettons. Puis, bon, en gros, l'idée vraiment c'est vraiment autour de l'idée que les catholiques seraient justement des citoyens déloyaux, que s'articule, en fait, l'esprit du Kulturkampf. Parce que l'infaillibilité papale est censée requérir de leur part une allégeance totale envers le souverain pontife, plutôt qu'envers l'empereur allemand, le Kaiser Guillaume Ier. Alors Bismarck et les libéraux vont faire passer pendant à peu près 5 ans plusieurs lois qui visent directement le pouvoir de l'Église catholique sur le territoire du Reich. Donc, petit ajout à votre lexique germanique, Gesetz veut dire loi en allemand, puis et le tout s'écrit souvent en un seul mot. Alors, pour votre info, les mots qui font genre 1 mètre de long en allemand, ce sont souvent des titres de loi. Puis, dans le fond, la première loi impériale dans le cadre du Kulturkampf, c'est la Kanzelparagraphe, ou l'article de la chaire, en 1871, qui va rendre punissable de 2 ans de prison un curé qui prend position politique dans les sermons qu'il va donner dans sa chaire. Donc, mettons qu'il pourrait pas dire, mettons, l'enfer est rouge et le paradis est bleu. Ça a été un billet direct pour la prison. Donc, fait intéressant, par contre, la loi va seulement être abrogée en 1953. Wow. Ouais, ça a pris du temps. Les nazis vont l'utiliser aussi contre les catholiques qui étaient pas contre les juifs. Toujours. Ensuite, en 1872, la Jesuitengesetz, la loi anti-jésuite, qui, comme le nom le dit, interdit en fait les jésuites. Ils sont à peu près 200 en Allemagne. Puis, il n'y a pas juste l'Allemagne qui a des problèmes avec les jésuites, c'est un peu tous les pays de l'époque, parce qu'ils ont aussi un peu la mauvaise habitude de se mêler de politique, Ils mettons. prennent la place. Exactement. Puis ensuite, en 1872 encore, la Schulaufsichtsgesetz, ou la loi d'inspection des écoles, qui instaure enfin un contrôle étatique sur les écoles, et dont le but, en fait, c'est d'affaiblir le contrôle ecclésiastique sur les écoles. Donc, si t'as pas le contrôle sur l'école, tu peux pas, justement, faire de la propagande sur les petits jeunes, puis
les écraser, selon eux, là, dans une espèce d'éducation conservatrice et agraire, et en tout cas, bref, ce qu'on veut pas. Puis ensuite, en fait, on arrive dans la section des My Gazette. En fait, ça va être sur 3 ans. Il va y avoir des lois qui vont être votées à tous les mois de mai, en fait. Justement, là-dedans, le 1873, c'est une loi qui impose un examen d'État aux prêtres, dans le fond, pour qu'ils soient d'accord avec les valeurs de l'État et non les valeurs de Rome. Ensuite, en 1874, c'est une loi qui interdit aux curés de faire des prêches, donc à peu près la même qu'il avait faite avant, la cancel paragraphe. Mais par contre, celle-là, si tu te fais prendre ça, ben, tu te fais envoyer en exil. Ensuite, dans le fond, la dernière loi de mai, c'est en 1875, c'est la Closter Gazette, puis en fait, c'est la loi des monastères. Et dans le fond, ça permet dans le fond, d'interdire tout ordre religieux par un simple décret impérial, puis dans le fond, confisquer les biens, puis confisquer l'argent. À l'époque, est-ce que c'est l'Église qui gère le système d'éducation, de santé aussi en Allemagne? C'est un peu différent parce qu'en Allemagne, tout est divisé selon les confessions. En fait. Tandis qu'ici, c'était presque juste les catholiques qui gouvernaient. En Allemagne, comment ça marche, c'est quand tu es un catholique, à l'époque, tu t'en vas te faire soigner par les catholiques. Okay. Les protestants vont avec les protestants. Puis en fait, comment ça marche fiscalement, c'est qu'en fait, tous ceux qui sont catholiques payent une taxe qui envoie l'État. Puis en fait, l'État, après, redonne l'argent aux églises, en fait. Puis dans le fond, t'es listé, quelle est ta religion? Si t'es baptisé catholique, tu payes l'argent pour l'Église catholique, puis t'es listé comme étant un catholique. Donc, est-ce que la volonté, c'est vraiment de créer un État laïque ou d'évincer finalement tous ces catholiques? En fait, c'est vraiment d'évincer le pouvoir du pape. Ouais. Genre, essentiellement, c'est ça. Ensuite, aussi, un peu aussi l'idée derrière le... Dans le fond, pour eux autres, mais c'est des protestants aussi, là. Il y a toujours une espèce de religion que t'aimes pas les autres parce qu'ils pensent pas comme toi, mais les catholiques, c'est une foi qui est plus unie, mettons, parce que les protestants, t'as les luthériens, mais t'as aussi d'autres petites formes comme le calvinisme et tout ça, parce que les catholiques sont très unis là-dedans, puis dans une espèce de foi puis de dogme, donc ils suivent, mettons, en gros morceaux. Parce que les protestants, c'est pas toujours le même morceau qu'ils suivent. Donc, je pense que c'est vraiment pour briser un peu cette espèce d'idéologie catholique. C'est ça. Souvent conservatrice, en fait, les catholiques sont pas réputés pour être libéraux, à part dans le Bade, qui est sur le bord de l'Alsace. C'est la seule région où c'est des catholiques un peu plus libéraux. Puis t'as des proportions, là, de catholiques protestants? Je pourrais dire qu'en 1880, il y a environ 36% de la population du Reich qui est catholique. Environ 36. Donc, environ 36. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a environ 36. Puis en fait, pour finir, en fait, la dernière loi qui va avoir rapport avec le Kulturkampf, ça va être la Brotkorb-Gesetz, qui est en fait la loi des corbeilles de pain en 1875, puis qui permet en fait de couper les subventions étatiques à l'Église si les ecclésiastiques ne se soumettent pas à la volonté de Berlin. Donc, ce que vous avez parlé tantôt, c'est l'Église qui collecte, c'est l'État qui collecte les taxes pour après les redonner à l'Église. Donc, c'est un peu eux qui ont le pouvoir en fait sur l'argent qu'en fait peut avoir l'Église. Est-ce que tu sais le pape il réagit comment à ces mesures-là? Mais en fait, justement, le pape, il va pas être content. Mais, mais avec plus loin que le fait qu'il soit pas content, c'est plus par l'entremise, en fait, des catholiques en Allemagne que ça va se faire, plutôt que genre, c'est pas un duel politique, genre, entre Bismarck puis le pape, mais vraiment, dans la société civile, entre... Mettons, il n'y a pas de schisme là, entre comme comme c'est arrivé en Angleterre. Non, mais il va y avoir un petit schisme après qu'il va faire l'infaillibilité papale, parce qu'il y en a qui ont dit aux minutes, là, genre, c'est pas parce que tu dis des mots que ça veut dire que c'est vrai, là, c'était pas Dieu. Mais bon, oui. Mais non, effectivement, c'est pas vraiment une guerre de personnalité, en fait. OK. On peut dire que ça se peut un peu un combat de bras de fer, mais mettons que c'est pas directement sur lui qui va. Ça va vraiment jouer plus sur le terrain. Dans le fond, les catholiques, parce que justement, les réactions des catholiques là-dessus, c'est un peu comme les Juifs, un peu après l'Holocauste, c'est que de se faire catégoriser ainsi, ça va un peu créer une espèce d'esprit de cohésion, enfin, des catholiques. Comme je dis, les catholiques, ça marche aussi comme un gros bloc. Puis, dans le fond, le Parti catholique d'Allemagne, qui est le Zentrum, qui est créé justement dans ces années-là par le pape, en fait, c'est pour ça que ça va un petit peu aller. Mais bon, pas directement par lui, mais bon, par ses... les ecclésiastiques, c'est un peu ses sbires, donc ça fonctionne un peu ensemble. Puis lui, dans le fond, il crée le parti en 1870. Puis aux premières élections impériales en 1871, il obtient 18,6% des voix. Puis en 1874, il obtient 28%. Wow. Ouais. Puis les positions sociales et économiques du parti sont plutôt édulcorées. Parce que dans le fond, le but, c'est pas tant de jouer dans la politique, mais c'est vraiment de défendre les catholiques. Mm-hmm. Donc les droits des catholiques, vraiment. Puis en 1880, les catholiques forment 36% de la population. L'environ, c'est 36% de la population. Et on compte que 80% de ceux-ci vont voter de Zentrum. Donc, c'est majoritairement, les gens vont faire du vote utile, mettons, si on se peut. Puis, donc, dans le fond, le vote stratégique, ça fonctionne, puisque, dans le fond, le Kulturkampf se solde finalement par un échec des libéraux et de Bismarck.
car Bismarck devra compter sur l'appui du Zentrum pour pouvoir voter ses crédits militaires. Donc, bref, ça y pète un peu d'en face. Puis, chose qui arrivera en 1887. Donc, en 1887, il va y avoir un petit schisme entre le Zentrum et le pape. Le Zentrum va être un peu écœuré de recevoir des ordres du pape, donc ils vont un petit peu se séparer. Un petit peu, s'éloigner de ces ordres. Puis, justement, ils vont voter les crédits de guerre avec les crédits militaires avec Bismarck. Puis, en gros, le Kulturkampf était vraiment une partie de bras de fer entre les libéraux allemands puis les catholiques avec le pape derrière. Puis le ton va changer finalement quand le pape change. Léon XIII va arriver en 1878, je crois. Puis dans le fond, ils vont en 1886, le Friedengesetz va mettre fin en fait à cette chicane. Mais est-ce que tu sais si justement il y a eu des tensions parce que veux pas l'Allemagne dans les années 1870 est jeune, puis est-ce que justement il y avait les anciens duchés qui étaient plus catholiques vont vouloir faire sécession ou c'était pas à ce point-là, il y avait pas autant de tensions que ça? Non, en fait, je pense pas. C'est vraiment non, c'est plus avec la société civile que vraiment avec les pouvoirs étatiques. Parce que dans le fond, mettons la Bavière avait tout le nord est protestant. Fait qu'il y avait vraiment cette différence-là. Dans le fond, le roi de Bavière pouvait pas juste appuyer les catholiques parce que une bonne partie de la population était aussi protestante. Donc c'était un peu plus touché pour eux autres en haut. Puis mettons, cette ingérence du pape, là, est-ce qu'on sait comment elle a été vécue par un empire multi-religieux comme ça pouvait être en Autriche ou un pays vraiment purement catholique comme l'Italie à ce moment-là? Je ne sais pas, en fait. J'ai vraiment pas... Je voudrais... On va s'informer. Ouais, exact. Bon. Ouais. Oui. Dans le fond, on comprend bien le Kulturkampf, si je le dis bien. Ça a lieu lors de la construction même, ou devrais-je dire, dans les premières années du nouvel empire allemand. Exact. Donc, oui, exact. Justement, ça arrive, les faillibilités papales, c'est 1869, puis l'Empire arrive en janvier 71. Comment tu situerais dans ce cas-là le Kulturkampf dans la construction de ce nouvel empire allemand? Avait-il une certaine utilité dans le nation building impérial? Justement, en fait, c'est d'où en fait l'idée en français du nom, dans le fond, pour un idéal de société, c'est qu'en fait, on veut créer un pays industriel, libéral, si on veut, bourgeois, et moderne, en fait. Puis dans le fond, les catholiques sont un peu un obstacle, en fait, à l'atteinte de cet objectif-là. Donc, c'est pour ça que parce qu'en Allemagne, à cette époque-là, c'est le pays qui monte, là, puis c'est celui qui s'industrialise le plus. Bon, les États-Unis sont encore gros, là, mais en Europe, là, c'est le gros monstre qui vient d'arriver, puis c'est eux qui sont deuxièmes dans la production de l'acier, puis tout, là, fait que ça s'est industrialisé très rapidement. Donc, justement, en fond, le but, c'est vraiment de pousser, justement, cette bande de bourgeois protestants à Berlin qui un peu veut cet idéal-là. Donc, c'est une manière de justifier... Mais c'est du nation building, ouais, c'est vraiment une partie du nation building, je pourrais dire. Puis il faut pas qu'on oublie, je pense, là, que combat, c'est pas un combat, tu sais, il n'y a pas de combat armé, là, je veux dire, c'est pas une grosse révolte, là, c'est plus de la politique. Puis... Exact, ouais. D'accord. Ben merci, Matt, c'était vraiment intéressant. On s'en va en musique. Oui, encore à moi parler maintenant. Sorry. Alors, en lien avec encore la chronique de Guillaume, parce que moi, j'ai fini juste marqué à trouver des tunes avec l'Allemagne, je cherchais pas, mais là, j'ai trouvé une chanson qui s'appelle Napoléon Bonaparte du groupe Moutarde de Baseball. What's up, la gang, mon nom c'est Moutarde Baseball. Ça paraît peut-être pas, mais je mesure 5 pieds 3 puis je suis poche d'un sport. J'écris du rap en direct de mon salon, je te volerai pas ta blonde. À moins qu'elle rentre pas dans le monstre à ronde. Au moins je me dis que je pourrais être capable de me faire pousser de la barbe, pis de faire en sorte d'arrêter d'écouter de la marde. T'es pas d'accord avec ça? Check sur que bass drum, tu hoches de la tête dog, pis là ça niaise pas. Ok, mon père il sent pas l'âge sur le rich. Ça doit être pour ça que je suis jamais sur le beat. Ben non, je te niaise, tu le sais. Mes vœux sont épurés, pis si je plug un tabarnak, je vais surtout pas m'excuser. Je suis pas le maillon faible du lot comme Jean-Michel Dufault. Même si j'ai besoin d'une chaise pour rouler, je la tablette du haut. Quand je rappe, ça chauffe comme l'eau de Javel. Mais je m'en sac, si tu veux te battre, je pense à un autre appel. Je fais rien du hip hop. Je sais que je suis petit, mais je m'inquiète pas trop avec ça. Je te le dis, je me tiens bien droit, y'en a pas de soucis. Je vais te faire danser sur ce beat. Je fais rien du hip hop. Je sais que je suis petit, mais je m'inquiète pas trop avec ça. Je te le dis, je me tiens bien droit, y'en a pas de soucis. Je vais te faire danser sur ce beat. Ouvre grand tes oreilles, Moutarde Baseball, sac le bordel. Je dirais bien l'année qu'on est, mais c'est une track intemporelle. Si tu dis
dit fuck le rap, c'est du gros n'importe quoi. T'écoutes dire pathétique, ben là je me moque de toi. J'arrive, il faut que tu te tentes, j'ai de l'expérience là-dedans. Depuis les photos de classe, moi je suis tout le temps en avant. Vive Martin Saint-Louis, Tom Cruise, pis Danny DeVito. La crème qui rend invincible, on la trouve dans un petit pot. J'ai le goût d'être gros, j'ai besoin de m'exprimer. Je pourrais remplir les bouteilles d'eau d'un team de la NBA. Mais j'embarque sur le court, pis je feel une drôle de sensation. Leurs fucking shorts, mes cuisses me font des pantalons. C'est pour ça que je prends des vacances, je me retire quand ça brasse. De toute façon, j'ai pas le size mandatoire. Sauf quand je rappe, ça se voit que t'es à court de mots. Mais je m'en sac, je veux te battre, moi je te tourne le dos. Je fais du hip hop, je sais que je suis bête, mais je m'inquiète pas trop avec ça. Je te le dis, le tien ben droit, y'en a pas de soucis. Je vais te faire penser sur ce beat. Je fais rien que du hip hop, je sais que je suis bête, mais je m'inquiète pas trop avec ça. Je te le dis, le tien ben droit, y'en a pas de soucis. Je vais te faire penser sur ce beat. À cette heure, je suis réchauffé, la baisse va exploser. Juste si t'arrêtes de mesurer de la tête aux pieds, j'embarque sur ce fou beat. C'est le comeback des tout petits. Sur une pelouse, c'est juste la mauvaise appli pousse, mais j'ai tout redit. Après, je suis 5 bières, mais je peux rien y faire. J'ai même pas qu'une bite en plein hiver. Je suis jaune comme la moutarde, plate comme le baseball. T'as le goût de te battre, ma réponse, ça se peut qu'elle plaise pas. J'pense c'est normal, dog, y'a pas d'oh my god. Tu spots pas mes parents pour leur grosse taille forte. C'est pas à cause de l'argent pis du vote ethnique. Ça s'explique vite, ma mère est petite crise, c'est génétique. Alors quand sonne l'alarme, je vous expose mon vacarme. J'enfile mon costume de Napoléon Bonaparte. Fait quand je rappe, j'suis habillé pour conquérir. Mais sans blague, je vais te battre. C'était les dons désirs. Je sais que je suis bête, mais je m'inquiète pas trop avec ça. Je te le dis, le tien ben droit, y'en a pas de soucis. De retour à Histoire de passer le temps pour notre dernier segment. Donc, cette semaine, on a décidé d'aborder, de faire une table ronde, en fait, sur l'histoire du Canada vue par les historiens de d'autres pays. L'idée nous est venue en voyant le titre du dernier tirage de la revue Historia qu'on vous met directement devant la caméra présentement. Donc, le titre, c'est « Il y a 150 ans, le Canada, des Amérindiens à la Confédération, naissance d'un pays continent ». Donc, on a pas mal feuilleté la revue et ça nous a donné des pistes de réflexion, pas nécessairement rapport avec... c'est inspirant. C'est inspirant. Ouais, donc moi, je voulais rapidement vous montrer, vous parler de la place qui est en général témoignée aux Autochtones dans l'histoire du Canada, mais en fait, surtout dans la revue, parce que c'est mon domaine de prédilection. Puis ensuite, on pourra en discuter. Là, je sais que Matt a des informations concernant l'histoire du Canada en Allemagne. Puis vu par des Français en Allemagne. C'est ça. Donc, c'est super intéressant. Donc, longtemps, en fait, la France a été peu intéressée par l'histoire canadienne. Ce qui les intéresse, en fait, depuis une vingtaine d'années, c'est surtout l'histoire de la Nouvelle-France, l'histoire d'une colonie perdue, l'histoire du Canada français, donc l'histoire française, mais ailleurs. Donc, les Français, donc, excuse-moi... C'est ça, la diversité. Oui, c'est ça. Excuse-moi, Guillaume, si ça t'offense. Aucun problème. Mais je crois qu'ils sont en général très fiers de leur histoire, très fiers de leur passé, et bien souvent, ils en oublient le reste, donc des événements un peu moins glorieux. Mais on se cachera pas, ce sont pas les seuls à agir de cette façon. Mais bon, j'ai regardé rapidement les sujets de la revue Historia qui traite de l'histoire du Canada. Donc, sur environ 80 pages, il y a 65 pages qui traitent de la période française, soit de l'arrivée des premiers Européens sur le continent jusqu'à la conquête, qui prend officiellement fin en 1763. Et donc, sur les 15 pages qui restent, on parle beaucoup des conflits entre Canadiens, Français et Anglais. Donc, les Français sont à l'avant-plan. Quelle surprise! Pour ce qui est des Autochtones, j'avoue que je m'attendais à une vision très stéréotypée, mais j'ai été vraiment surprise de constater que les auteurs ont essayé de sortir l'image du bon sauvage et des autres stéréotypes du Canada aussi reliés notamment aux les arpents de neige de Voltaire ou l'hiver de Gilles Vigneault. Donc, l'article qui concerne les Autochtones a été écrit par un historien français assez calé dans le domaine, Gilles Lavard, qui est juste à côté aujourd'hui. On le salue. On salue, qui était à BAQ. Et donc, sa vision des Autochtones ne peut pas être plus claire. Il montre la variété des groupes autochtones, de leur culture, des systèmes politiques. C'est juste un peu décevant que son texte ne fasse que 4 pages. Ça lui permet pas de parler de grand-chose, donc il va
juste expliquer des événements plus connus de l'histoire autochtone, dont la chrétienne Catherine Tekakwitha, la révolte de Pontiac. Et il va finir un peu brièvement avec 1763, puis mentionner une pétition amérindienne de 1837. Et après ça, c'est la fin. Il n'y a plus d'Autochtones. Ils n'ont plus d'importance. Ils ne prennent plus la parole. C'est un peu plate. Est-ce que dans un certain sens, ça serait un peu vrai aussi, non? Ou Non. Non? OK. Non, les Autochtones continuent de prendre la parole, de soumettre des pétitions durant tout le 19e siècle, durant tout le 20e siècle, mais c'est sûr qu'ils ont moins de pouvoir politique. C'est sûr. Mais en tout cas, je trouve que les historiens, encore aujourd'hui, oublient de les inclure dans les groupes minoritaires du 19e et 20e siècle. Pour ce qui est de... j'ai regardé un peu la période anglaise qui est abordée dans la revue, donc de 1763 à 1867, qui fait une 15aine de pages. Et vraiment, j'ai pas trouvé grand-chose non plus sur les Autochtones. Ni sur les Britanniques non plus. C'est ça, c'est surtout en fait des questions politiques et de combats culturels et linguistiques entre Canadiens, Français et les Anglais. Donc, il y a pas... c'est un peu mince ce qui n'a pas rapport avec l'histoire française. Donc, je voulais vous demander, vous, ce que vous en pensez de l'histoire canadienne vue par les Français ou vue par... déjà, juste dans le titre, on voit le Canada des Amérindiens à la Confédération. Donc, déjà, on dirait qu'on évoque, ça a commencé avec les Amérindiens, puis ensuite, c'est comme si on les mettait, comme tu dis, de côté, puis là, on passe à autre chose, mais les Amérindiens sont encore là, tu sais. Ouais, puis ils sont dans le titre, alors qu'on en parle très peu dans la revue, c'est assez drôle. Mais moi, j'avais plutôt envie de passer... En fait, ça m'a vraiment inspiré. En fait, surtout le fait qu'il y ait une surreprésentation, en fait, de la participation française dans la construction de ce magnifique et beau pays qu'est le Canada. Et puis ça me remémorait aussi les livres d'activités pour apprendre le français dans les écoles en Bavière que j'avais, que j'enseignais aux jeunes. Puis à quel point... en fond, quand t'enseignes une langue, c'est toujours bien la culture et l'histoire. Puis ça aide aussi à l'appréciation de la langue. Mais pour le français, c'était vraiment... c'était très, très, très... ça me marquait, je trouvais, parce que on parlait juste de Paris. De la France, mais presque juste de Paris. À la limite, comme si tout ce qui sortait de Paris, c'était des barbares. Puis justement, en Bavière, en 9e année, donc ce qui vaut à peu près secondaire 3, il y a juste un chapitre sur la francophonie. Tu sais, il y a 29 pays dans le monde qui sont officiellement français. Il y a 270 millions de personnes qui le parlent, mais c'est rien à côté de la Tour Eiffel. Voyons. Fait que, en tout cas, moi, je paniquais un peu. Je trouvais ça drôle. Non, mais je comprends pas, on dirait, pourquoi. Pas Paris. Non, je sais pas. En tout cas, eux, ils capotaient vraiment. Puis c'était toujours, on s'en va à telle station de métro. En tout cas, ils savaient même à peine parler français, mais ils savaient les stations de métro à Paris. Wow. Puis dans ce chapitre, dans le fond, sur la francophonie, on parle du français au Québec, qui est pas pareil, tout ça. Mais il y a 2-3 cours là-dessus. Puis je trouve ça un peu insultant par rapport au poids dans la culture francophone mondiale que le Québec a. T'sais. Puis c'est très Paris-centriste, on s'entend. Puis dans le fond, pour illustrer mon point, je parlerais d'un manuel que les jeunes en 6e année avaient. Puis dans le manuel, il y avait un chapitre où la petite héroïne du manuel, Marie Carbone, est triste, voire fâchée, que sa famille doit déménager à Toulouse parce que son père décroche un emploi chez Airbus. On salue les gens de Bombardier. Et celle-ci proteste en disant que c'est loin, qu'il n'y a rien à faire. Dans le fond, on sous-entend que Toulouse, c'est un trou. Puis que là-bas, un gros trou, exact. Puis que là-bas, on parle pas un vrai français. Puis finalement, elle déménage, et bon, la morale de l'histoire, c'est qu'elle s'adapte à leur français barbare, puis elle se fait des amis, un peu comme les Français quand ils viennent à Montréal. Ouais. Et, excusez, Guillaume. Puis alors, en bon lié est un peu boiteux, justement, pour comprendre, lorsque en France, on fait un numéro spécial 150e du Canada, dans une revue qui est pas mal populaire, on s'octroie 80% du mérite de l'histoire du Canada. C'est vrai. Puis dans le fond, ma petite anecdote, c'est le livre Toute l'histoire du monde de Jean-Claude Barrault et Guillaume Bigot, qui est parti en 2007. Ce livre, en fait, prétend fournir la base érudite que tout bon intellectuel devrait posséder. La date de la fondation de la ville de Québec est 1607. Donc, imaginez le seul autre endroit dans le monde occidental où on peut les lire. Ils font une erreur majeure dans leur histoire. J'imagine même pas ce qu'ils doivent écrire sur l'Afrique. En tout cas, moi, je leur dis bravo. Merci, Mathieu. Moi, sans vouloir vous offenser, je rappellerai quelques stéréotypes qu'on donne aux petits Français en France concernant le Canada au sens large, puisqu'on oublie généralement de parler du Québec en tant que tel. Les cousins. Les cousins. Donc, on parle de charmants cousins habitués aux grands espaces.
On parle d'amateurs de liberté et d'amour libre. On parle d'amis des Amérindiens, des gentils sauvages, de sympathiques bûcherons vivant dans une végétation exubérante et bucolique. C'est ainsi que de nombreux stéréotypes sont vraiment répandus, et quand il y a de gentils Français qui viennent s'établir ici, ils ont encore ces stéréotypes pour la plupart. Donc voilà, je tenais juste à le faire remarquer. On parle pas de Montcalm non plus. Mais c'est vrai quand tu vas voir... Ils aiment beaucoup, on dirait, quand vous avez des grands espaces. Oui. Puis ils se rendent pas compte que quand ils parlent de ça, c'est vraiment juste du cliché. C'est comme quand tu te ramasses aux baleines à Tadoussac, puis c'est juste des Français qu'il y a là, puis mais c'est beau le Canada, puis tout ce qu'ils font c'est le Québec. Il y a une certaine adulation d'un bord, mais moi je trouve vraiment qu'il y a une relation paternaliste qui reste là, et puis on sous-estime vraiment le fait que le Québec est une nation et que le Canada est un pays limite souverain. Puis on rappelle souvent, par exemple, j'avais parlé de Dieppe plus tôt dans la saison, là. Puis là on met vraiment le paternalisme français à l'égard des pauvres francophones canadiens qui ont été sacrifiés vraiment pour l'impérialisme britannique. Ça, c'est vraiment une vision qui reste importante en France. OK. Mais dans les cours d'histoire, justement, en France, comment le Canada est abordé? Parce que moi, j'avais des amis français qui disaient, à part le commerce des fourrures, puis ces trucs-là. Le commerce triangulaire. C'est pas mal ça. Le Canada est vraiment abordé, d'une part, comme une ancienne conquête qui a été perdue, là, comme t'en parlais, Cassandre, là. Vraiment comme une espèce d'idéal perdu qu'on avait dans le temps, vraiment des grands espaces qui nous ont été quasiment volés par les Britanniques, là. Alors c'est comme si c'était fait voler une réserve faunique, genre? C'est presque ça, genre. Puis on met vraiment le point sur le fait que oui, il y a eu des Français qui sont venus ici, puis que oui, les Français ont eu des relations qu'on estime amicales avec les Amérindiens en général, et puis on idéalise cette relation-là, mais on dénigre vraiment beaucoup de choses de l'histoire vraiment purement canadienne-française, puis on idéalise des faits qui sont pas vraiment réalistes. C'est un espèce de mythe, le Canada, pour les Français. Mais pour avoir fait une session en France, j'avais l'impression en fait que l'histoire canadienne n'existe juste pas. C'est comme si il y a le Québec, mais comme l'histoire canadienne, il n'y a rien arrivé au Canada parce qu'on n'a pas eu de révolte, on n'a pas eu de gros combats armés. On n'a pas eu 2 guerres mondiales dans notre cours. Non, c'est ça. Fait il en parle juste pas, en fait. Non, c'est ça. C'est pour ça que la documentation que vous avez ramenée, là, en plus, c'est vraiment comme mainstream, là, cette publication-là. Ça rapporte vraiment la vision que la France a du Canada vu par des Français. Là, c'est pas l'histoire du Canada, c'est vraiment vu par les Français. Donc c'est vraiment important justement de mettre ça en avant. Oui, non, c'est ça. Mais même si quand même il y a plusieurs spécialistes qui ont donné, tu sais, dans le fond, c'est juste parce que c'est la revue en tant que telle en arrière, l'éditoriaux, c'est eux qui choisissent. Bon, on met 4 pages pour les Autochtones, puis le reste pour la France, puis un petit peu la fin. C'est des choix éditoriaux après qui jouent là, mais. Parce qu'il y a quand même l'intro dedans, tu sais, c'est gros. Là, c'est vraiment centré justement sur le rôle fondateur qui a ramené la France, un peu comme elle avait en Afrique, là, ce rôle colonisateur, cette mission civilisatrice. Kulturkampf. Ouais, c'est ça. Mais on va quand même le dire, la revue, moi je trouvais qu'elle était bien montée, puis que les articles étaient bien écrits, puis que c'est vraiment pas si pire que ça. C'est juste que derrière ça, il y a un point de vue très 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 centré sur le Canada français. Ouais, mais moi aussi, j'avais été assez surpris. En fait, au début, je riais, puis je disais, c'est sûr que ça va être une espèce de truc juste rempli de clichés, mais non, finalement, c'est quand même pas si pire, non, c'est ça. Je pense qu'il faudrait quand même... je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant à noter, là, de l'éditorial, en fait, sur la place des Autochtones. Peut-être que ça pourrait répondre à ta question que tu posais tout à l'heure. Je cite Victor Batagion, le rédacteur en chef adjoint chargé du spécial, qui, parlant des Autochtones, disait qu'ils sont dans le fond, ces peuples sont d'une grande richesse culturelle, je cite d'ailleurs, qui retrouvent ici leur place naturelle, celle des premiers occupants du continent américain. Lorsque tu posais la question à savoir pourquoi ils sont pas, il y a seulement 4 pages au départ et là ils reviennent pas, je me demande si finalement ça c'est pas encore la reconduction de certains préjugés. Oui, je pense que oui, c'est les fondateurs puis après ça ils disparaissent un peu là. Ouais. En tout cas, on voit cette vision là qui ressort dès l'introduction par le chargé du projet. Oui.
Bon, ben, je pense qu'on va conclure avec ça. Ben, merci à vous de vous être prêtés à cette table ronde. Donc, on a fait gagner la revue cette semaine à Louis-Philippe Lamarre, si je ne Oui, c'est le grand gagnant de la revue. Donc, bravo, Louis-Philippe. Bonne lecture. Donc, c'est ce qui conclut notre émission du 20 octobre. Merci d'avoir été avec nous. C'était Cassandra Drainville au micro. On vous souhaite une très belle fin de semaine. Un beau samedi au Congrès pour ceux qui y vont. Et qui vont probablement être maganés de leur souper de ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine sur choc.ca pour d'autres belles chroniques.